Bonjour et bienvenue au module sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Je suis la docteure Nafissa Jalal et je suis ravie de vous faire vivre cette expérience d'apprentissage. Jetons un coup d'œil à notre table des matières. Nous commencerons par définir les notions de diversité, d'équité et d'inclusion, ou DEI, et les raisons pour lesquelles elles sont importantes pour vous en tant qu'opticien. Nous examinerons l'évolution des données démographiques de l'Ontario. Nous discuterons de l'identification de genre, les différents pronoms, les différents termes, par exemple binaire, non-binaire. Nous définirons les préjugés et les préjugés inconscients, le pouvoir et les privilèges. Nous examinons la compétence culturelle et l'humilité. Nous allons examiner quelques études de cas et les meilleures pratiques pour chaque scénario. Et enfin, nous terminerons par quelques meilleures pratiques plus générales en matière de DEI. Nous avons beaucoup à couvrir, alors allons-y. Nous allons commencer par définir et comprendre trois termes très importants: diversité, équité, inclusion. L'acronyme DEI est couramment utilisé. En termes simples, la diversité fait référence aux différences entre les gens. Chaque personne a des attributs qui diffèrent des vôtres et des groupes auxquels vous appartenez. Nous savons déjà que chaque individu est unique et la diversité nous encourage à reconnaître ces différences individuelles. Elle nous rappelle également que les individus s'affilient à des identités multiples. Nous avons tous de nombreux aspects de diversité qui nous définissent et nous appartenons généralement à plus d'un groupe. Quel aspect de la diversité vous vient immédiatement à l'esprit? Si je vous demandais d'écrire la différence qui vous semble la plus notable chez les gens, quelle serait-elle? Eh bien, les recherches montrent qu'en Amérique du Nord, la race est ce que la plupart des gens ont répondu. Dans toute discussion sur la diversité, la race s'est avérée être le point principal. Je voudrais vous inviter à réfléchir à d'autres aspects de la diversité, tels que l'ethnicité, le genre, l'orientation sexuelle d'une personne, le statut socio-économique, la place que nous occupons dans la société et le fait d'être riche ou pauvre. Tout cela influence ce que nous sommes, notre âge et nos capacités physiques et mentales. Et voici d'autres exemples courants. La situation géographique, l'endroit où nous vivons dans le pays, que ce soit dans une zone rurale ou urbaine, a une influence sur notre identité. Notre situation matrimoniale et aussi notre statut parental. Nos convictions politiques nous diversifient aussi. La religion définit notre réalité à bien des égards, que nous pratiquions une foi ou non, et si oui, quelle foi? Notre statut d'immigration, sommes-nous un nouvel arrivant au Canada? Est-ce qu'on habite ici depuis des générations? Toutes ces choses, et cette liste n'est pas exhaustive, nous rendent différents. La diversité est à la fois visible et invisible. 90% de la diversité est invisible, c'est-à-dire qu'il s'agit d'attributs que nous ne pouvons pas voir et dont nous n'avons peut-être même pas connaissance tant que nous ne creusons pas davantage. Cet iceberg est immergé pour vous montrer certains aspects invisibles. Toutes les capacités physiques ou mentales ne sont pas visibles. De nombreuses personnes autour de nous présentent des troubles cognitifs dont nous ne soupçonnons même pas l'existence. La religion, les valeurs et les expériences de vie d'une personne ne peuvent souvent pas être devinées simplement en la regardant, pas plus que son âge ou son orientation sexuelle. Et pourtant, toutes ces choses sont extrêmement importantes et constituent l'identité d'une personne et ses besoins en matière d'accès aux services de santé. C'est pourquoi je vous encourage tous à accorder aux aspects invisibles de la diversité autant d'importance qu'aux aspects visibles. Et surtout, de ne pas vous arrêter uniquement à la race lorsque vous pensez à la diversité. Quant à l'équité, il s'agit du traitement équitable, de l'accès, de l'opportunité et de l'avancement pour toutes les personnes. Bien qu'elle y ressemble, l'équité est différente de l'égalité. L'égalité vise à donner à chacun la même chose indépendamment des circonstances et des défis individuels. Nous ne partons pas tous sur un pied d'égalité dans la vie.
Nous avons chacun nos propres défis et nos propres parcours qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Et nos besoins ne sont donc pas non plus les mêmes. Regardez cette image. Elle explique assez clairement l'équité. Vous voyez un ensemble d'animaux, tous de tailles différentes, et la personne qui les nourrit affirme que tout le monde devrait recevoir une quantité égale de nourriture pour être juste. Vous conviendrez que les animaux les plus gros ont besoin de plus de nourriture que les plus petits pour être rassasiés comme ils le doivent. Voici un autre exemple que je trouve assez pertinent. La première image montre ce qu'est l'égalité. Chacune des 3 personnes dispose d'une boîte de même taille sur laquelle elle peut se tenir pour regarder le match. Comme vous pouvez le voir, la 3e personne ne peut rien voir, car sa boîte n'est pas assez haute. La deuxième image montre ce qu'est l'équité. La personne la plus grande n'a pas besoin de la boîte du tout, et la plus petite a besoin de 2 boîtes pour pouvoir regarder le match. Alors, pourquoi la diversité et l'équité sont-elles importantes pour vous en tant qu'opticien? Parce que vous servez des patients issus de milieux très divers. Et gardez en tête les nombreux aspects de la diversité qui ne sont pas seulement la race. Vous devez adapter vos approches et vos services afin de répondre efficacement à tous les besoins. Tout comme pour les lunettes, une taille unique ne convient pas à tous. Passons maintenant à l'inclusion. L'inclusion est l'acte de créer des environnements dans lesquels tout individu ou groupe peut sentir qu'il est bienvenu, respecté, soutenu et valorisé pour participer pleinement. Un climat inclusif et accueillant adopte les différences et ne les accepte pas seulement parce qu'il le faut, et fait preuve de respect pour tous dans les paroles et dans les actes. N'oubliez pas que vos propos, dans vos politiques, vos programmes ou vos intentions, doivent se traduire par des actions concrètes pour que les gens se sentent réellement inclus. N'oubliez pas que vous êtes un élément important de l'équipe de soins oculaires et du secteur des soins de santé. Un environnement inclusif est donc important pour vous, car vos services sont censés être centrés sur le patient, et il est essentiel que tous les segments de la population diversifiée de l'Ontario se sentent à l'aise lorsqu'ils font appel à vos services et pendant leur visite chez vous. Voyons maintenant l'évolution démographique de l'Ontario. La province a changé de façon spectaculaire au cours des dernières décennies. À quoi ressemble l'Ontario aujourd'hui? Le dernier ensemble de données officielles de recensement dont nous disposons au Canada date de 2016 et la diversité a augmenté et non diminué dans la plupart des catégories au cours des 4 dernières années. Examinons les chiffres dont nous disposons tout en gardant à l'esprit que la tendance pour les années à venir indique une augmentation de la diversité au sein de la province. Environ 250 origines ethniques ont été déclarées par les Ontariens. Pensons ici à la diversité culturelle. Avec plus de 13 millions de résidents parlant 200 langues, l'Ontario a la population la plus diversifiée culturellement au Canada. Pensons ici à la diversité linguistique. L'Ontario habite la plus grande population d'autochtones du pays. Lorsque nous pensons à l'équité, demandons-nous si nos populations autochtones bénéficient des mêmes opportunités, du même accès et de la même qualité de service que la population non autochtone. Un Ontario sur 7 a un handicap. N'oubliez pas que certains handicaps sont visibles alors que d'autres ne sont pas visibles. Ce graphique nous donne un aperçu de la diversité raciale de l'Ontario. Comme vous pouvez le constater, nous vivons dans une province incroyablement diversifiée, la population sud-asiatique étant la plus importante, suivie par les populations chinoises et noires. 48% de la population de l'Ontario sera racialisée d'ici 2036. Cela représente près de la moitié de la population de la province en juste 16 ans. Pourquoi est-il important pour nous de connaître les changements démographiques? Parce que l'Ontario continue de croître et de changer, et les opticiens, comme tous les professionnels de la santé, doivent s'efforcer de répondre aux besoins de la population, vos patients. Vous devez fournir des services de manière appropriée, que ce soit sur le plan linguistique, culturel ou religieux. En tant qu'opticien, vous devrez peut-être examiner vos politiques, vos pratiques et vos systèmes pour voir s'ils sont inclusifs des populations que vous servez
ou que vous espérez servir. Vous devrez peut-être étudier les données disponibles afin de prendre des mesures concrètes et mesurables qui, espérons-le, réduiront les obstacles systémiques et élimineront la discrimination et le harcèlement éventuel pour vos patients, ainsi que pour vous et pour vos collègues. N'oubliez pas que l'évolution des données démographiques ne s'applique pas uniquement à vos patients. Il y a tout autant de changements au sein de la profession elle-même. Vous, vos collègues opticiens et tous les professionnels du secteur de la santé de la province appartiennent à autant de groupes divers que vos patients. Passons maintenant à l'identité de genre. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi est-ce que c'est important pour nous de le savoir? Il s'agit du concept le plus intime d'une personne. Se considère-t-elle comme un homme ou une femme, ou un mélange des deux, ou ni l'un ni l'autre? L'identification de genre est donc la façon dont les individus se perçoivent et se prénomment. Il est important de noter que l'identité de genre d'une personne peut être identique ou différente du sexe qui lui a été attribué à la naissance. Ainsi, vous pouvez être né d'un certain sexe biologique, par exemple une femme, mais néanmoins vous identifier comme un sexe différent, par exemple un homme. Étudions les pronoms genrés. De quoi s'agit-il? Par le passé, les ressources sur le langage inclusif du genre se concentraient simplement sur l'intégration des femmes dans le langage général, car cela faisait souvent défaut, par exemple en utilisant il ou elle, ou tout simplement elle comme pronom pour un sujet général, plutôt que de toujours utiliser il par défaut. Aujourd'hui, la conversation sur le langage inclusif du genre s'est élargie pour inclure les personnes dont le genre n'est ni masculin ni féminin. Par exemple, les personnes de genre non conforme, neutre, fluide ou non binaire, bien que cette liste ne soit pas exhaustive. L'utilisation de pronoms genrés est devenue plus visible au cours des 10 ou 20 dernières années, car de nombreuses sociétés se sont rendues compte que les pronoms il et elle ne suffisent pas à décrire le genre de tous les individus, car tous les individus ne sont pas des hommes ou des femmes. L'expression il ou elle ne couvre donc pas toute la gamme des personnes. Les pronoms les plus courants sont il, lui, elle, elle et il, il. Comme la langue française n'a pas de pronom personnel singulier neutre pour la troisième personne, ces dernières années, le terme il a acquis une influence considérable dans ce contexte. Transgenre est une identification de genre populaire que certains d'entre vous connaissent peut-être. Il s'agit d'un terme générique pour les personnes dont l'identité ou l'expression de genre diffère des attentes culturelles basées sur le sexe qui leur a été assigné à la naissance. Par exemple, comme nous l'avons indiqué précédemment, une personne peut être née de sexe féminin, c'est-à-dire le sexe assigné à la naissance, mais s'identifier comme un homme. Dans ce cas, cette personne peut agir de la même manière que les hommes de notre société. Il convient de noter que le fait d'être transgenre n'implique pas une orientation sexuelle spécifique. Par conséquent, les personnes transgenres peuvent s'identifier comme hétérosexuelles, homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles, etc. Un autre terme que vous entendez peut-être souvent est queer. Ce terme est souvent utilisé de manière interchangeable avec LGBTQ. LGBTQ est un terme que les gens utilisent souvent pour exprimer des identités et des orientations fluides. LGBTQ est un acronyme de lesbien, gay, bisexuel, transgenre et queer ou en questionnement. Chacun de ces termes individuels est utilisé pour décrire l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Je voudrais partager avec vous un exemple, celui d'un endroit dont mon collègue m'a parlé il y a quelques années. Visionary Eye Care est détenu par des membres LGBTQ et sert la communauté depuis 24 ans à Chicago. Lorsqu'ils ont ouvert, ils ont décidé de faire de la publicité dans les journaux gays, car ils voulaient faire savoir à cette population qu'elle serait la bienvenue. Le slogan qu'ils utilisaient était « 50% des propriétaires sont gays, 100% des gays sont les bienvenus ». Comme le dit l'un des propriétaires, il était très important à nos yeux d'inclure la communauté LGBTQ. Pouvoir afficher son orientation ouvertement dans un cabinet
semble être la norme aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas il y a 20 ans. J'ai travaillé pour des endroits qui voulaient que j'atténue le côté gay. Je crois que le fait de ne pas m'en cacher au travail et de travailler avec la communauté LGBTQ fait de moi un professionnel de la santé plus heureux, plus concerné et plus épanoui. Le message à retenir de cet exemple est qu'en tant qu'opticien, vous ferez votre meilleur travail lorsque vous pourrez être pleinement et ouvertement vous-même, quelle que soit l'identité que vous vous êtes choisie. Et vos patients seront plus à l'aise pour interagir avec vous et accéder à vos services lorsqu'ils ou elles peuvent être pleinement et ouvertement eux-mêmes. Étudions maintenant les termes binaire et non binaire. Un moyen de se rappeler ce que signifie binaire est de savoir que bi signifie deux. Le noir et le blanc sont souvent présentés comme binaires, tout comme la lumière et l'obscurité, le bien et le mal. Les symboles masculins et féminins que l'on peut voir sur les portes des salles de bain sont un exemple de symboles binaires que l'on rencontre constamment, même si, ces dernières années, de nombreuses organisations ont adopté des toilettes non sexistes. Le terme binaire, dans le contexte de la DEI, fait donc référence à la classification du genre en deux formes distinctes et opposées de masculin et de féminin, que ce soit par système social ou par croyance culturelle de ce que nous pensons être le masculin et le féminin. Le non-binaire est donc le contraire du binaire. C'est un adjectif décrivant une personne qui ne s'identifie pas exclusivement comme un homme ou une femme. Les personnes non-binaires peuvent s'identifier comme étant à la fois un homme et une femme, quelque part entre les deux, ou se situer complètement en dehors de ces catégories. Certaines personnes non-binaires peuvent s'identifier comme transgenres, mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes non-binaires. Pourquoi est-il important pour nous, opticiens, de comprendre l'identité? Pour la simple raison que, afin d'inclure tous vos patients, vous devez savoir qui sont vos patients et comment vous pouvez les faire se sentir respectés et à l'aise. L'identité de genre d'une personne est une partie fondamentale de son identité. Nos identités de genre individuelles sont une source de notre diversité, visible dans certains cas et invisible dans d'autres. Si vous valorisez la diversité, vous devez comprendre les différentes identités de genre. Et si vous voulez fournir des services équitables, vous devez savoir quels sont les besoins des différents groupes. Nous avons établi que nous ne vivons pas dans une société où tous vos patients et collègues, et peut-être même vous-même, s'identifieront comme hommes ou femmes. Il est donc important que le langage que vous utilisez dans votre cabinet soit réfléchi et respectueux des personnes avec lesquelles vous interagissez ou que vous servez. Dans tout le pays, les organisations et les professionnels qui accordent de l'importance à la DEI modifient déjà leur façon de travailler. Un exemple que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà est celui d'Air Canada. En octobre 2019, la compagnie aérienne a décidé qu'il n'y aurait plus de « mesdames, messieurs » utilisés par les agents de bord sur leurs vols. La compagnie aérienne a abandonné cette expression en faveur du terme neutre « tout le monde ». Bienvenue à bord, mesdames et messieurs, est donc remplacé par bienvenue à bord, tout le monde. Le langage inclusif est un langage exempt de mots, de phrases ou de tons qui reflètent des points de vue préjugés, stéréotypés ou discriminatoires de personnes ou de groupes particuliers. C'est aussi un langage qui n'empêche pas délibérément ou par inadvertance les gens de se sentir acceptés. Les mots sont puissants. Soyez attentifs au langage que vous utilisez. Parlons maintenant des préjugés inconscients, du pouvoir et des privilèges. Par définition, le préjugé est l'action de soutenir ou de s'opposer à une personne ou à une chose particulière de manière injuste parce que l'on laisse ses opinions personnelles influencer notre jugement. Pensez par exemple à des phrases telles que « Les journalistes doivent être impartiaux et ne pas faire preuve de préjugés politiques. » Ou bien « Il y avait des preuves évidentes d'un fort préjugé envers cet employé. » Ce qu'il faut savoir sur les préjugés, c'est que nous en avons tous. En fait, les recherches indiquent qu'ils sont ancrés dans la cognition humaine.
Ils peuvent être innés ou appris, et les gens peuvent développer des préjugés pour ou contre un individu, un groupe ou une croyance à tout moment. Les préjugés inconscients sont simplement des préjugés dont une personne n'est pas consciente. Le préjugé inconscient est souvent défini comme un préjugé ou un jugement non fondé en faveur ou à l'encontre d'une chose, d'une personne ou d'un groupe par rapport à un autre, d'une manière qui est généralement considérée comme injuste. De nombreux chercheurs suggèrent que les préjugés inconscients se produisent automatiquement car le cerveau émet des jugements rapides en fonction des expériences passées et du contexte. Nous ne réalisons pas toujours au moment précis, au moment où nous portons un jugement, ou parfois même lorsque nous agissons en fonction de ce jugement, lorsque nous sommes inconsciemment influencés par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, et cela peut conduire à des situations problématiques. Comment faire face à des préjugés dont nous ignorons peut-être l'existence? Comme pour tout changement de comportement, la conscience de soi et l'acceptation sont essentielles. Vous pouvez prêter une attention particulière aux sentiments que vous éprouvez à l'égard des personnes avec lesquelles vous interagissez. Soyez honnête avec vous-même, car le changement vient généralement d'une prise de conscience. Plus vous êtes conscient des types de préjugés cachés que vous pouvez avoir, plus vous pouvez commencer à les surmonter. Identifiez quels sont vos préjugés. Une fois que vous les avez identifiés, soyez prêt à faire face à ces tendances dans vos interactions. Une bonne pratique émanant d'un cabinet spécialisé dans les préjugés inconscients, Cook-Ross, suggère de prendre une pause pour vérifier sa réaction. Chaque lettre correspond à une action. P vous suggère de prêter attention à ce qui se passe sous la surface. A vous suggère de reconnaître vos propres réactions, vos interprétations et vos jugements. U suggère que vous compreniez les autres réactions, interprétations et jugements possibles. S suggère que vous recherchiez le moyen le plus efficace et le plus productif d'aller de l'avant. Et enfin, E suggère que vous exécutiez le plan, quel qu'il soit. Je vous encourage donc à essayer et à voir si vous êtes capable d'identifier certains préjugés dont vous n'étiez pas conscient auparavant. Passons ensuite au pouvoir et aux privilèges. En termes simples, le pouvoir, c'est détenir la capacité et l'autorité de décider ce qui est le mieux pour les autres. C'est la capacité de décider qui aura accès aux ressources et aussi la capacité d'exercer un contrôle sur les autres. Le privilège, également en termes simples, est un droit ou un avantage spécial dont dispose une personne ou un groupe. Il peut consister à accorder des avantages, des faveurs et des bénéfices aux membres des groupes dominants au détriment des membres des groupes minoritaires. Le privilège peut opérer à plusieurs niveaux: personnel, interpersonnel, culturel et institutionnel. Qui a des privilèges? Il est juste de dire que certains groupes de la société ont plus de privilèges que d'autres. En Amérique du Nord, les personnes appartenant à un ou plusieurs des groupes d'identité sociale suivants ont tendance à être plus privilégiées. Les peuples blancs, qui sont souvent d'origine européenne, les personnes valides, les hétérosexuels, les hommes, les classes moyennes et supérieures, les personnes d'âge moyen, par opposition aux jeunes ou aux personnes âgées, et les personnes de langue anglaise, en particulier celles qui parlent la langue couramment et sans accent prononcé. Pourquoi parlons-nous du pouvoir et des privilèges aujourd'hui? Vous pouvez le ressentir certains jours plus que d'autres, mais à tout moment, votre profession d'opticien, en tant que membre du secteur des soins de santé, vous place dans une position de pouvoir et de privilège. Vous êtes en mesure d'aider les personnes à répondre à leurs besoins en matière de soins oculaires. Les patients vous font confiance. Le processus consistant à se sentir à l'aise et à s'ouvrir à la reconnaissance, à la critique et à l'acceptation de ses propres privilèges nécessite souvent un effort conscient. Ce qui est particulièrement important, c'est que vous n'abusiez pas de votre pouvoir et de vos privilèges en servant vos patients. À ce propos,
Je vous encourage à vérifier régulièrement vos préjugés afin que vos éventuels préjugés inconscients n'influencent pas vos interactions avec vos patients, étant donné que vous êtes dans une position de pouvoir. Examinons ensuite la compétence culturelle et l'humilité culturelle. Que signifient ces termes et pourquoi sont-ils importants pour nous? Par définition, la compétence culturelle est la capacité de comprendre, de communiquer et d'interagir efficacement avec des personnes de cultures différentes. Elle comprend 5 éléments clés: la sensibilisation culturelle, la connaissance culturelle, la compétence culturelle, les rencontres culturelles et le désir culturel. Il est important d'être conscient de sa propre vision du monde, tout comme le fait de développer des attitudes positives envers les cultures des autres et les différences que vous pouvez avoir. L'acquisition de connaissances sur les différentes pratiques culturelles et visions du monde vous permet d'être culturellement compétent. Et le développement de compétences en matière de communication et d'interaction entre les cultures est extrêmement important, surtout si l'on considère la diversité culturelle dans laquelle vous vivez et vous exercez. Pourquoi l'établissement de relations est important pour la compétence culturelle? Parce qu'il repose sur les bases de la compréhension des attentes et des attitudes de l'autre. Dans la mesure du possible, je vous encourage à établir une relation avec vos patients afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs préférences. Nous vous rappelons toutefois qu'en tant qu'opticien ou prestataire de soins de santé, vous devez trouver un équilibre avec le maintien des limites professionnelles en vous assurant que vous posez les bonnes questions, que vous engagez des conversations appropriées, que celles-ci sont pertinentes pour l'interaction clinique et que vous veillez à ne jamais créer une situation dans laquelle le patient se sent mal à l'aise. Gardez également à l'esprit que, tout comme la culture est en constante évolution, la compétence culturelle n'est pas non plus statique. Notre niveau de compétence culturelle évolue en fonction des nouvelles situations, expériences et relations. Nous devons donc rester ouverts et nous adapter pour apprendre toujours de nouvelles choses. La plupart des gens connaissent bien le concept d'humilité. Être humble, c'est faire preuve d'humilité. Les NIH définissent l'humilité culturelle comme un processus d'autoréflexion et d'autocritique qui dure toute la vie et par lequel l'individu ne se contente pas d'apprendre à connaître la culture d'autrui, mais commence par examiner ses propres croyances et identités culturelles. Contrairement à l'idée de compétence culturelle, l'humilité culturelle n'est jamais maîtrisée. C'est un processus continu, façonné par chaque rencontre que nous avons avec chaque personne, tant que nous gardons l'esprit ouvert. Les études sur l'humilité nous apprennent qu'une personne ne peut pas commencer à comprendre la composition et le contexte de la vie d'une autre personne sans être d'abord consciente et réfléchir à sa propre histoire et situation. En tant qu'opticien, au service de populations diverses, désireux de limiter les préjugés inconscients dans leur cabinet, il est essentiel que vous soyez culturellement compétent et que vous pratiquiez l'humilité culturelle, de manière à ce que vous réfléchissiez constamment et à la fois intérieurement en absorbant les enseignements des cultures qui vous entourent. Examinons maintenant quelques études de cas de scénarios que vous ou vos collègues avez pu rencontrer et discutons de certaines façons de les aborder. Le premier porte sur la prononciation des noms inconnus. Vous appelez vos patients pour leur dire que leurs lunettes sont prêtes à être ramassées. Vous tombez sur un nom qui est très difficile à prononcer. Que faites-vous? Vous pouvez aussi faire face à cette situation lorsque quelqu'un se présente en personne. Vous regardez le dossier et vous constatez que vous ne savez pas comment prononcer le nom. Même question, que faites-vous? Notez que, vivant en Ontario, une province extrêmement diversifiée, il est probable que vous tombiez sur des noms que vous n'avez jamais vus auparavant. Cela arrivera à la plupart d'entre nous, si ce n'est tous. Avant tout, soyez humble et admettez que vous avez des difficultés avec le nom. De nombreuses personnes portant des noms uniques en sont conscientes,
Il est donc peu probable qu'elles s'offusquent si vous leur demandez simplement comment le prononcer. Un nom peu commun pour vous peut être très commun pour quelqu'un d'autre, alors assurez-vous d'aborder la question correctement. Ne commencez pas par « Je n'ai jamais vu ce nom avant » ou « Waouh, je ne vais même pas essayer de prononcer votre nom ». Personnellement, cela, je l'ai entendu plusieurs fois, et peut-être que certains d'entre vous aussi. À la place, vous pouvez commencer par quelque chose de proactif. Par exemple, « Je m'excuse par avance si je prononce mal votre nom. Est-ce que j'ai bien prononcé? Je veux être sûr d'avoir bien compris votre nom. Comment vous le prononcez? Pouvez-vous me dire comment prononcer correctement votre nom? Pourriez-vous répéter votre nom? Je l'ai manqué la première fois parce que j'étais distrait. Désolé, vous pouvez me rappeler votre nom? Il est moins probable que quelqu'un se sente offensé s'il sait que vous essayez de bien faire les choses et que vous ne cherchez pas à être impoli. Donc, au lieu de tenter quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, demandez respectueusement et répétez ensuite correctement. Essayez également d'être un spectateur actif. Lorsque vous entendez quelqu'un mal prononcer le nom d'une autre personne, prenez l'initiative de le corriger. Jusqu'à présent, cela m'est arrivé une fois dans ma vie, et je ne l'oublierai jamais. Lorsqu'un collègue a corrigé la mauvaise prononciation de mon nom par quelqu'un d'autre, cela m'a enlevé un poids. Le scénario suivant concerne la diversité socio-économique. Votre magasin propose un test de vue gratuit pour l'achat de lentilles de contact ou de lunettes. Un patient vous informe qu'il a un budget strict de 75 $ à consacrer à l'achat de lunettes. Vous recommandez continuellement des lunettes plus chères parce que vous pensez qu'elles sont de meilleure qualité. Vous expliquez au patient qu'à long terme, il dépensera moins d'argent car les montures plus chères sont moins susceptibles de se casser. Vous lui dites qu'il devrait dépenser les 100 $ supplémentaires maintenant. Le patient hésite, mais finit par acheter les lunettes les plus chères parce qu'il est convaincu que vous, le professionnel de la santé oculaire, avez recommandé ces lunettes dans son intérêt. Sa confiance en vous en tant que professionnel l'a conduit à faire un achat qu'il ne pouvait pas nécessairement se permettre. Il peut bien sûr y avoir des avantages à offrir des produits haut de gamme, mais le patient vous a signalé une limitation financière. Il vous appartient, en tant que professionnel des soins oculaires, de travailler dans le cadre de ces paramètres afin de fournir les meilleurs soins possibles. Tous vos clients ne se trouvent pas dans la même situation socio-économique. Certains peuvent bénéficier de programmes gouvernementaux qui subventionnent les lunettes. À tout moment, avec chaque patient, vous devez tenir compte des limites financières, tout en traitant les patients avec la même dignité et la même importance que des patients ayant moins de contraintes financières. Vous souhaitez promouvoir des produits haut de gamme pour le bien de votre entreprise, vous devez mettre en évidence les différentes options dans les limites du budget. Donnez les renseignements aux patients. Décrivez les avantages et les inconvénients de chaque produit. Fondamentalement, vous devez aider le patient à prendre sa propre décision sur la base de toutes les options possibles qui lui sont présentées. Oui, il peut être important de concilier affaires et santé d'une manière qui soit bénéfique pour vous deux. Mais à tout moment, les besoins de vos patients doivent être prioritaires. Maintenant, parlons de l'équilibre entre les limites professionnelles et les normes culturelles. Rika et David sont des opticiens agréés qui partagent un cabinet. Elle a quitté l'Inde il y a 10 ans, tandis que David est né en Ontario. David a remarqué que lorsque certains patients, également d'origine indienne, arrivent, les visites de Rika sont beaucoup plus longues. Elle est plus bavarde et partage ses problèmes personnels avec eux. Une patiente en particulier, Rina, est une personne dont Rika est devenue très proche. Précisons qu'ils vivent dans une petite communauté où tout le monde se connaît. David indique à sa partenaire Rika que ce n'est pas un comportement professionnel. Elle répond toutefois qu'elle se sent à l'aise pour converser avec des personnes qui partagent son origine culturelle, notamment parce que l'établissement de relations avec les patients est normal dans son cabinet en Inde. Elle n'y voit donc rien de non professionnel. Il est important de se rappeler que, tout comme nos patients,
Les opticiens viennent du monde entier. Il est donc naturel que nous amenions avec nous nos expériences passées, en particulier celles qui nous ont été favorables. Franchir une limite une fois peut devenir une habitude, car une fois qu'une relation s'est transformée en un lien plus personnel, il est difficile de refuser de divulguer des renseignements. Avec le temps, Rina s'investit dans les problèmes de Rika, mais le rôle de Rina n'est pas de consoler Rika, c'est d'être sa patiente. Le rôle de Rika est de fournir des soins de la vue à Rina. Un revirement de rôle où Rina répond aux besoins de Rika, par exemple se défouler, recevoir du soutien, peut se produire par accident, mais il faut y remédier. Il est tout à fait acceptable qu'elles aient ces conversations en dehors de l'environnement de travail. Mais tant que Rina est la patiente de Rika, cette dernière doit s'efforcer de rester professionnelle dans sa conversation afin de garantir des soins objectifs et dignes de confiance, indépendamment des normes culturelles exprimées. Donner le ton de la discussion et veiller à ce que les sujets abordés concernent les besoins des patients et les soins oculaires plutôt que vos besoins. Et si vous vous surprenez à établir une relation personnelle avec un patient plutôt qu'une relation professionnelle, réévaluez la situation et efforcez-vous de rétablir les limites. La plupart des gens sont des créatures sociales et il est normal que nous nous rapprochions des autres, en particulier de ceux avec qui nous avons des points communs. Par contre, si nous devons toujours respecter la diversité culturelle de nos collègues, ce cas est un exemple qui nous sert à souligner que l'étiquette professionnelle dans la prestation de soins doit primer à tout moment. Parlons maintenant du racisme systémique. Nous savons, de par de générations de témoignages de personnes autochtones et racialisées accédant aux soins de santé, que le racisme, la discrimination et la violence à leur égard sont répandus et qu'ils se traduisent souvent par des expériences traumatisantes et des soins inadaptés. Malheureusement, l'opticien n'y échappe pas non plus. Nous entendons souvent des déclarations semblables à celle-ci. Voici le témoignage d'un homme autochtone. Je n'ai pas consulté de spécialiste de soins de la vue depuis longtemps, pour des raisons de sécurité culturelle. Je n'ai pas confiance dans les opticiens. Voici le témoignage d'un homme noir. Mon fils a cassé mes lunettes et j'ai dû aller chercher une ordonnance pour pouvoir acheter une autre paire. J'y suis allée et l'optométriste me parlait comme si j'avais 10 ans. Pendant que nous parlions, il m'a demandé ce que je faisais. Et dès qu'il a appris quelle était ma profession, son attitude a changé à mon égard. Je ne sais pas si les opticiens croient automatiquement « Oh, ce pauvre noir ne comprend rien ». J'ai vraiment eu l'impression d'être traitée différemment. Et voici le témoignage d'une femme autochtone. Je ne recommanderais cet endroit à personne. Cela fait 23 ans que j'achète des lunettes. On m'a souvent manqué de respect et maltraité, mais jamais autant que cela. Le propriétaire pensait que nous ne dépenserions pas assez d'argent dans son magasin, et son impolitesse s'est aggravée au point qu'il nous a littéralement mis à la porte. Je ne peux pas témoigner sur la qualité des produits que vend ce magasin, mais je peux dire que le service à la clientèle est terrible. Je n'y retournerai jamais et je déconseille sérieusement à quiconque d'y aller. Très souvent, nous n'avons pas l'intention de donner l'impression d'avoir des préjugés et de stéréotyper les gens, en particulier nos patients. Cependant, la réalité montre que nous le faisons encore. Quelles sont alors les mesures à prendre pour décourager ce comportement? Nous pouvons essayer de remplacer le stéréotype, qui consiste d'abord à reconnaître que notre réponse est basée sur un stéréotype, puis à ajuster consciemment cette réponse, c'est-à-dire à réfléchir activement à ce que nous allons dire avant de le dire. Nous pouvons essayer l'imagerie contre-stéréotype, qui consiste à imaginer l'individu comme l'opposé du stéréotype. Ainsi, si vous pensez normalement qu'une personne autochtone ou de couleur est moins éduquée ou moins informée, entraînez-vous à penser le contraire. Pensez que ces personnes comprendront exactement ce que vous leur dites et parlez-leur à leur niveau. Nous pouvons essayer l'individuation, qui consiste à considérer la personne comme un individu plutôt que comme un stéréotype, en apprenant à connaître son histoire personnelle et le contexte qui l'a amené dans votre cabinet. Il est toujours important de savoir qui sont vos patients. Nous pouvons essayer la prise de perspective, qui consiste à se mettre à la place de l'autre,
La recherche a toujours montré qu'il s'agit d'une méthode importante pour montrer de l'empathie et être proche des gens. Ou bien, nous pouvons essayer de créer un partenariat, ce qui signifie recadrer l'interaction avec le patient comme une interaction entre égaux qui collaborent plutôt qu'entre une personne de haut statut et une personne de bas statut. Quelle que soit celle que vous choisissez d'utiliser, veillez à faire votre part pour éliminer le racisme systémique dans le domaine des soins de santé. Voyons maintenant les normes culturelles et les soins oculaires efficaces. Vous êtes assis en face d'un patient pour discuter des options de lentilles qui conviendraient le mieux à ses besoins visuels. Vous réalisez que le patient évite le contact visuel avec vous. Comment faire face à cette situation? Le contact visuel est important pour l'efficacité des soins cliniques, mais il peut y avoir des circonstances pour le patient qui contribuent à l'éviter. Dans de nombreuses cultures, notamment hispaniques, asiatiques, moyen-orientales ou autochtones, le contact visuel est considéré comme irrespectueux, impoli ou agressif. Et l'absence de contact visuel ne signifie pas qu'une personne ne fait pas attention. Dans de nombreuses cultures, et chez les personnes appartenant à certaines religions, le contact visuel entre hommes et femmes est considéré comme inapproprié, soit comme une menace, soit comme un acte de flirt. Et dans de nombreuses cultures asiatiques, éviter le contact visuel avec un membre du sexe opposé ou un supérieur est en fait considéré comme une preuve de respect. Ces résultats suggèrent que les différences culturelles dans le comportement de contact visuel émergent de normes culturelles différentes. Trouver un équilibre entre les soins et l'adaptation à la culture peut exiger une certaine sensibilité. Sachez que certaines personnes ont des problèmes culturels qui rendent difficile un contact visuel direct, simplement parce qu'elles n'y sont pas habituées. Dans de nombreux cas, elles ne se rendent même pas compte qu'elles ne vous regardent pas dans les yeux, jusqu'à ce que vous leur en parliez. D'autres personnes peuvent souffrir de troubles de l'anxiété sociale, d'autisme ou du syndrome d'Asperger. Si quelqu'un semble ne pas pouvoir ou ne pas vouloir croiser votre regard, soyez patient. Expliquez à votre patient que vous comprenez et respectez le fait que cela puisse être hors de sa zone de confort et que vous voulez simplement être minutieux dans votre examen des yeux. Soyez respectueux et efficace dans votre communication. Toute personne qui vient se faire soigner voudra probablement bénéficier des soins les plus précis possibles. Dans la plupart des cas, cette communication de votre part sera probablement suffisante pour qu'ils vous regardent et pour que vous puissiez terminer votre examen. Offrez-leur un regard doux plutôt qu'un regard fixe. En Amérique du Nord, nous avons souvent l'habitude de regarder les autres dans les yeux, directement et avec confiance, ce qui peut sembler dur pour les patients qui ne le font pas habituellement. Veillez à ne jamais essayer de faire bouger la tête de quelqu'un ou de vous positionner de manière à ce qu'ils doivent vous regarder s'ils ne le souhaitent pas. Ne soyez pas hostile et ne forcez rien. Le dernier cas que nous allons examiner concerne l'accessibilité et les soins. Par exemple, deux personnes entrent de votre cabinet optique. Elles utilisent le langage des signes pour communiquer entre elles. Au nom du patient sourd, la personne qui l'accompagne demande quel type de montures sont à la mode. À qui répondez-vous? Quels sont les exemples de façon d'interroger un patient sur ses besoins ou de poser les bonnes questions? Bien que certaines personnes sourdes peuvent parler ou lire sur les lèvres dans une certaine mesure, si leur principal moyen de communication est la langue des signes, vous ne pouvez pas vous fier à ces méthodes pour discuter de sujets sérieux comme la santé. Un fait intéressant, seulement 25% environ de la langue anglaise peut se lire sur les lèvres. Et si l'anglais n'est pas la première langue, ce sera encore moins efficace. Il peut être acceptable d'écrire pour faire la conversation, mais pas pour donner des informations sur un problème de santé oculaire ou un diagnostic. Quelles sont alors les suggestions? En présence d'un interprète en langue des signes, regardez toujours la personne sourde et non l'interprète, même lorsque la personne sourde se concentre sur l'interprète. Certaines personnes sourdes peuvent préférer utiliser la technologie pour communiquer, par exemple une application téléphonique qui transforme l'anglais parlé en mots imprimés. Un autre moyen de communication
est la vidéo-interprétation à distance. La VRI fait appel à un écran d'ordinateur et à une caméra qui permettent à une personne située à distance de faire office d'interprète. Dans la mesure du possible, ayez dans votre équipe une personne qui est un interprète qualifié en langue des signes. Sur votre site web, vous pouvez même indiquer que vous encouragez les patients sourds à prendre un rendez-vous plutôt que de se présenter sur place afin que votre interprète en langue des signes soit disponible. À tout moment, n'oubliez pas qu'une communication efficace avec vos patients à mobilité réduite en vaut la peine. Enfin, récapitulons quelques bonnes pratiques de DEI que, je l'espère, vous pratiquerez tous continuellement. Tout d'abord, donnez la priorité à la diversité dans tous les aspects de votre cabinet. Assurez-vous que votre réseau est diversifié. Ce réseau peut inclure vos collègues, vos patients, la communauté au sein de laquelle vous exercez et toute autre personne qui vous influence. Si vous travaillez avec d'autres personnes dans votre cabinet d'optique, donnez la priorité à la diversité dans la constitution de votre équipe. N'oubliez pas que les personnes ayant d'autres passions et identités apporteront des perspectives différentes ainsi que des expériences vécues et des compétences qui combleront des lacunes que vous n'auriez peut-être même pas remarquées. Vous exercez dans une province comme l'Ontario, où vos patients sont incroyablement diversifiés dans tous les sens de cette définition. Assurez-vous que votre cabinet ne se contente pas de les satisfaire, mais qu'il les inclut réellement. Ensuite, je vous encourage à apprendre par la pratique. N'oubliez pas que le succès implique toujours des échecs. Vous ne réussissez pas toujours et ce n'est pas grave. Si vous ne vous préparez pas à faire des erreurs, vous risquez de vous décourager facilement et même d'abandonner. Sachez que même ceux qui sont profondément engagés dans la promotion d'un environnement diversifié, équitable et inclusif ont des préjugés et peuvent faire de fausses suppositions. Toutes les politiques que vous créez ne fonctionneront pas. Tous les programmes de DEI n'auront pas les résultats escomptés. Faites preuve de souplesse et d'adaptabilité. Si quelque chose ne fonctionne pas, faites des ajustements. Et puis, restez engagé. Lorsqu'il s'agit du parcours de la compétence culturelle, on n'arrive jamais complètement à destination. Il n'y a pas de destination finale, car la diversité, l'équité et l'inclusion évoluent en permanence, et vous trouverez toujours quelque chose de différent à apprendre ou un nouveau problème à résoudre. Regardez à travers le prisme de la DEI, qu'il s'agisse de votre cabinet ou du monde autour de vous, exige un travail continu. Et si le travail est effectivement difficile, il sera toujours important et souvent gratifiant et enrichissant aussi. Apprenez de vos erreurs et célébrez vos victoires. Nous arrivons maintenant à la fin de ce module. Je vous remercie de vous être joints à moi. Que vous soyez au début de votre parcours de DEI ou que vous l'entrepreniez à peine, je vous souhaite beaucoup de succès.